nous propose d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Et on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Bonjour. Bonjour. Alors vous entendez qu'on est plein autour de cette table pour l'émission plurielle. Donc on va partir sur un débat qui nous a vraiment séduit la dernière fois. On a commencé à aborder un tout petit peu le sujet. Et donc on va essayer de trouver les relations qu'il y a entre un modèle agricole et un modèle social. Est-ce que le modèle agricole qui s'est développé a à voir avec notre modèle social? À quel moment il est intéressant pour justement la société? À quel moment il est pas intéressant pour la société? Qu'est-ce qu'il produit? Mais avant, il y a une petite annonce qui est pas tout à fait dans le sujet, mais presque, bon, c'est sur l'énergie quand même. Oui, donc c'est le Carrefour laïque d'Aubenas qui organise une conférence débat avec Michel Parmentier. Donc qui est un professeur, je pense en agroalimentaire à l'académie, enfin à l'université de Nancy ou à l'école d'agronomie de Nancy, enfin je ne citerai pas exactement. Et donc l'objet de la conférence, c'est les défis énergétiques pour demain. Hein. Et alors en sous-titre, il y a bonne question. Point d'interrogation, mauvaise réponse, point d'interrogation. Et alors ça a lieu donc le vendredi, je crois, 16 novembre, à Villeneuve-de-Berg et au centre social La Pinède. À quelle heure tu sais? À 18h, je crois, 18h30, mais je ne suis pas sûr parce que j'ai pas marqué l'heure. Ouais. D'accord. Donc, ouais. J'ai pas noté l'heure. Bon. C'est peut-être 18h30 ou 20h30. Est-ce que tu sais comment on peut faire pour avoir confirmation de l'heure, la date de on peut aller voir peut-être sur le site de la FOL, la FOL 07. Ouais. D'accord. Ou bien peut-être regarder, même en mettant, je pense que j'ai vu quand même, il y avait plusieurs sites où ils rappelaient cette conférence, en rentrant peut-être la conférence Michel Parmentier, défis énergétiques. Ouais. C'est possible de la voir sur le net, mais au site de la FOL, hein, ou en téléphonant à la FOL ou à Mireille-Ponton, confirmer l'heure. Office de tourisme de Villeneuve-de-Berg aussi, ou à la mairie. Ouais, ou à la salle, à la salle centre social La Pinède. D'accord. Bon, alors le sujet de ce soir, c'est donc modèle social et modèle agricole. On est 5 autour de la table. On va peut-être se présenter très très sommairement. On a déjà entendu un petit peu Jean-Claude, Jean-Louis. Cyril, Florence, Michel. Et donc ça nous intéressait beaucoup d'être autour de ce thème-là, le développement d'une agriculture, le développement d'une société. Quelles sont les relations qu'il y a entre les deux? Alors historiquement, est-ce que ça vous intéresse de brosser un tableau très rapide historique des relations entre société humaine et agriculture? C'est très vaste comme sujet, hein. Évidemment, on va pas en 2 minutes faire le tour de la question, hein. Mais c'est le néolithique. Hein, le néolithique. Gros, ouais. Enfin, néolithique, maintenant, pratiquement, la définition, c'est plus avec l'arrivée de l'agriculture que la nouvelle pierre, au sens littéral, puisque néolithique, c'est nouvelle pierre. En fait, c'est vrai que c'est plutôt l'arrivée de l'agriculture. L'arrivée de l'agriculture, moins 15 000 ans à peu près, 14 000. Si, moi je t'assure, je suis allé chercher sur le net les références et j'ai trouvé les références. Ils sont optimistes quand même, je pense. Hein. Alors on parle souvent de 10 000, mais apparemment en Corée, on a retrouvé des restes de témoignages d'agriculture, moins 14 000. Ouais, on va en trouver d'autres, n'en fais pas, ça va encore changer. C'est sur ces dates-là, les archéos, bon... Et on trouve à moins 12 000, alors là, c'est sur le terrain d'Israël, sur la terre d'Israël, on trouve des figues qui ont été bouturées.
C'est-à-dire, on trouve des figues, on sait que c'est pas des figues qui étaient naturelles, quoi. Elles ont été bouturées, voilà. Et donc ça, moins 12 000 quand même, tu vois. Parce donc, que pour faire un peu dans le côté ardéchois, il faut savoir quand même qu'il y a le centre d'archéologie moyen-orientale qui est basé à Berrias, à Jalès, hein, donc c'est là où il y a le centre administratif. Et donc, il y avait là des spécialistes, donc une en Syrie qui a étudié les plus anciens villages, en tout cas c'est ce qui apparaît dans ces études. C'est à peu près entre moins de 13 000, c'est en année avant notre ère, hein, c'est-à-dire c'est pas avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a entre 12 et 13 000 ans. Ce qu'elle avait daté elle, c'est à peu près à ce niveau-là. Ben en gros, donc disons qu'en gros c'est à peu près comparable. Ouais. Mais dans ces coins-là, à d'autres endroits, ça a été beaucoup plus récent, quoi. Oui, mais je te dis, en Corée, apparemment, moins 14 000. Hein. Chez Saddam Hussein. Mais est-ce que c'était des conservations parce qu'il y a aussi la poterie est antérieure à l'agriculture, il faut savoir. Hein. Oh. Oui. Parce que ça je savais pas, moi. Ben justement au Japon, dans le Sahara, la poterie a précédé l'agriculture. C'est-à-dire on avait des cueilleurs qui cueillaient des céréales sauvages et qui ont inventé la poterie pour les conserver, quoi. En particulier au Japon aussi, la poterie était beaucoup plus ancienne que l'agriculture, disons. Bon, enfin. Alors l'agriculture est très ancienne. Alors évidemment, elle a accompagné l'homme dans plein d'histoires, entre autres parce qu'il y a eu un brassage aussi des produits, c'est-à-dire que par exemple le café, le chocolat, je sais pas, le caoutchouc, tout ça. Oui, non, mais je veux dire, il y a la patate, par exemple. Comment on a fait que la patate a été importée, enfin. La pomme. Alors évidemment, on pourrait revenir sur ces modèles-là, sur la façon dont on a fait, par exemple, accepter la patate aux Français. Bon, il y a une histoire là-dessus, mais je pense que plein de gens connaissent ça. Oui, et donc, on se rapproche de l'agriculture moderne. Et alors là, Jean-Louis, tu voulais un petit peu nous parler de la façon dont ça s'est passé plus récemment, à partir de 45, ce qu'on appelle l'agriculture moderne. Ce qu'on appelle l'agriculture moderne, oui, effectivement. Bah oui, la guerre avait détruit beaucoup de choses, hein, beaucoup de sols, etc. Après, alors avant 40, l'agriculture française, pour parler de la française, était peu mécanisée, etc. Disons, c'était un peu limite comme production. La guerre de 40-45 a tout foutu par terre. Et à la libération, il a fallu reprendre en Europe, et pas seulement en France, regagner petit à petit l'autonomie alimentaire, quoi, pour pas avoir à importer pour manger, quoi, tout simplement. Et donc là, de 45 à 57, en plus, on a eu l'aide du plan Marshall américain, parce qu'ils n'avaient pas quoi faire de leurs usines qui fabriquaient les tanks et bombardiers et compagnie. Ils étaient convertis en usines qui fabriquaient les tracteurs et toutes les machines agricoles. Et puis ils avaient énormément d'usines qui fabriquaient les explosifs, évidemment, dont ils ont arrosé largement l'Europe. Et donc, ces usines sont converties en intrants agricoles chimiques. Donc en fait, l'industrie de guerre se convertit pour devenir une industrie de mécanisation agricole et d'intrants, de production d'intrants. Oui, tout à fait. Pour avoir des débouchés. Et donc, ils nous ont enfilé toutes ces choses-là dans le cadre du plan Marshall qui les intéressait, eux. Mais tu expliquais que là, d'une certaine façon, c'était un vœu intéressant, puisque c'était pour amener l'autosuffisance. L'autosuffisance en Europe. Donc, au départ, ça part Exactement. avec des choses qui sont intéressantes. Et là-dessus, Cyril, il intervient et puis il te casse la baraque. Quasiment, non? Non, je vais pas casser la baraque, mais bon, en fait, dans la continuité, bon, il y a eu quelques modifications, notamment pour expliquer un petit peu le conditionnement de notre modèle agricole actuel. Donc, il y a eu des évolutions majeures. Donc, il y a eu d'abord, comme il y a eu cette motorisation vulgarisée, on a créé des espèces donc animales et végétales donc à très haut rendement. Et puis il y a eu la domination croissante de quelques firmes internationales. Donc on parlait. Est-ce que ces firmes-là, ce sont des firmes qui étaient des firmes
d'abord pour l'industrie de guerre qui se sont reconvertis, ou est-ce que ça a été des créations de groupes financiers différents? Il y en a qui se sont créés donc à la suite de la guerre. Ouais. Ça s'est surtout créé à la suite de la guerre, mais des firmes qui ont travaillé pendant d'autres guerres, donc notamment pendant celle du Vietnam. Monsanto a participé donc au Vietnam pour répandre de l'agent orange, voilà. Ah oui. Et donc qui est un herbicide à la base, l'agent orange. Donc Défoliant très fort. ouais. Et donc la domination de ces firmes est liée en même temps avec la libéralisation des marchés, a fait que on est arrivé à ce qu'est notre modèle agricole actuel, un modèle agricole productiviste. À la recherche du profit. Donc ces grandes firmes prennent le relais en 1957, 1960, et au départ, ceux qui étaient une organisation de la société qui allait vers l'autosuffisance devient une espèce de production sans but défini, à part produire. L'industrialisation de l'agriculture, on peut dire ça, industrialisation de l'agriculture. Hein. Faire du grain. Et donc, c'est quoi le débouché ? À qui on vend ce qu'on produit en trop, justement, etc. Alors, il y a plusieurs choses. On a essayé de débloquer des marchés à l'extérieur, on en parlera tout à l'heure. Mais en même temps, on produisait trop de céréales. Par contre, on a converti l'élevage en vaches bouffant des céréales. Parce que la vache, pour produire 1 kilo de viande, il y a besoin, pour la viande rouge, il y a besoin de 9-10 kilos de céréales. Alors, céréales partagées entre maïs qui a été lancé. Avant, elle bouffait de l'herbe, ces vaches. Oui. Et c'est ce que rappelle Pochon, c'est ça? Exactement, tout à fait. Oui. On a évoqué l'autre fois, oui. Ouais. Et donc là, effectivement, il y avait un gros besoin, du fait de cette conversion, il y avait un gros besoin de production de céréales et de changer complètement le modèle et, en même temps, de rendre la viande et le lait et tous les produits laitiers accessibles aux consommateurs. Parce que le but visé des subventions, c'est bien sûr des paysans, etc., mais d'abaisser le coût de l'alimentation pour que les gens aient plus de sous pour acheter tout ce que produisait le reste de l'industrie. Et actuellement, plus de iPhone, iPad, on baisse le prix de l'alimentation. De toute façon, dans les années 65-70, enfin moi j'en ai encore des souvenirs, il me semble qu'on mangeait de la viande à un repas sur 3 à peu près, hein, en gros. Enfin chez moi on mange et c'était pas du tout pour faire attention à la viande, hein. C'est parce qu'on pouvait pas en acheter plus, hein. Ouais, c'est ça, un repas sur 3, un repas sur 4, on mangeait de la viande. Ouais. Donc voilà, c'était pas du tout les mêmes notions que maintenant. Puisque maintenant, à la limite, s'il n'y a pas un morceau de viande dans un repas, c'est un repas raté presque. Oui, oui, de toute façon, les productions animales n'étaient pas les plus représentatives dans l'alimentation humaine. Elles sont le but était de les développer justement. Oui, parce que là quelque part tu étais en train de nous expliquer Jean-Louis que cette façon de nourrir les animaux, ça a été presque utiliser le surplus de cette production là. C'est-à-dire on va pas faire un surplus, on va nourrir plus d'animaux et après on va vendre cette viande, hein. Et là alors la cerise sur le gâteau, ça a été quand on a fait bouffer aux vaches de la farine animale, du mouton, etc. Ça a été le surplus. Il y avait ces déchets, il fallait bien en faire quelque chose. Alors au lieu de faire bouffer du soja, comme protéine, hop, on leur a enfilé ça, d'où le problème de la... Alors, soi-disant, on serait dans une réutilisation très très raisonnée des déchets justement, et en même temps, on se rend compte que à l'heure actuelle, par exemple, il y a énormément d'alimentation qui part à la poubelle, hein, par les grands magasins et tout ça, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc c'est pas vrai quoi. On pourrait penser que tout ça c'est raisonnable et c'est raisonné, mais en fait très souvent ce raisonné débouche sur une espèce de gabegie quoi, hein, en fait, hein, de gaspillage. Ouais. C'est-à-dire, il regarde qu'un aspect de la question. Parce que, et comme tu dis, bon, si on donne des céréales à manger à la vache laitière, par exemple, elle produit plus de lait que... Parce que je me souviens l'émission, là, où on avait l'éleveur bio du plateau, là, qu'on avait invité une fois, là, à Solidaire. Et il nous expliquait qu'il donnait des céréales bio à ces vaches. Et moi, je dis, pourquoi pas rien qu'avec le prêt? Ben, dit, ouais, mais ça produit pas assez de lait, quoi. Donc c'est la logique pour produire quand même plus. On est aussi dans une logique productiviste. Alors également, ce que tu disais là, tu disais pour dégager plus d'argent pour acheter autre chose.
Et moi, là, comme j'avais eu une discussion avec un cousin agriculteur, il me disait que en temps de travail, maintenant, finalement, ça coûtait de moins en moins cher, les produits agricoles. Eh ben, j'ai fait la recherche. Je vois, par exemple, alors, j'ai des données 83-2008. Par exemple, pour un pain de 800 grammes, 11 minutes en 83, 11 minutes en 2008. En temps de travail moyen, Ça a été fait par un organisme belge, Institut pour un développement durable, Centre d'études des Amis de la Terre Belgique. œufs, la douzaine, 18 minutes, 14 minutes. Bon, là, c'est un peu moins. Lait demi-écrémé, 6 minutes, 4 minutes. Pommes de terre, donc 3 minutes, 5 minutes. On paye plus cher. Donc là, ça augmente. Oui. Alors, bon, côte de porc, 1h08, 42 minutes, etc. Donc, il n'y a pas une grosse différence. On a l'impression d'une constance, un petit peu. Oui, voilà. Par contre, c'est dans les produits manufacturés qu'on a de grosses différences. On est 4 mecs à avoir causé et il y a une fille avec nous, alors on va lui donner la parole. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, donc cette logique productiviste de l'agriculture va donc nécessairement conduire à créer de toutes pièces un mode de comportement alimentaire. C'est-à-dire que l'être humain maintenant va pas manger pour se nourrir, voire pour se faire plaisir, mais pour consommer. Et même ceux d'ailleurs qui produisent ont complètement intégré cette logique-là. Et c'est ça qui peut être dangereux parce que finalement une denrée alimentaire ne sert pas vraiment à se nourrir, mais à être esthétique, à être vendue et donc à faire partie des marchandises comme justement importables. Alors on avait dit tout à l'heure quand on a préparé que justement on allait venir sur ce terrain-là, sur le terrain sur lequel tu nous amènes, c'est-à-dire à un moment donné. Une orange, par exemple, pouvait être un cadeau de Noël. Moi, je vous assure que c'est vrai. Quand j'étais gamin, ça arrivait. Et puis petit à petit, on s'est retrouvé à maintenant, si on balance 5 oranges dans la poubelle, on n'en fait pas un fromage. C'est le cas de le dire. Donc voilà. Comment petit à petit cette valeur de ces produits-là s'est trouvée complètement anéantie. On a l'impression que ça ne vaut plus rien, quoi. Ça ne vaut plus que par sa forme, son esthétique, ce que tu rappelais à l'instant, c'est-à-dire il faut que le produit soit joli, qu'il ait du goût. À la limite, on n'en a rien à cirer. S'il était en plastique, ça serait exactement le même problème. Mais est-ce que on s'intéresse un tout petit peu quand même à la valeur nutritionnelle des aliments, ouais. Mais après, si dedans il y a plein de cochonneries qui peuvent nous amener des maladies, etc. À la limite, c'est même pas pris en compte tout ça. Et même la valeur nutritionnelle, tu sais, les étiquettes, ils mettent en quantité, c'est probablement vrai, la moyenne, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant parce que finalement, tu as tous les résidus des traitements, par exemple, qui sont pas mis là-dessus, bien sûr, les résidus des traitements. On te pousse à bouffer du pain blanc, par exemple. Bien sûr, vous faites du pain blanc. Maintenant, on te pousse, pour la santé, à manger du pain aux fibres. Mais si tu prends du pain aux fibres non bio, les pesticides se concentrent dans justement le son. Tu vois? C'est comme les cochonneries qu'il y a dans les épluchures des pommes, par exemple. Autrefois, on pouvait manger la pomme en entier. Maintenant, il faut surtout l'éplucher parce que c'est dedans qu'il y a des cochonneries. Si tu achètes de la pomme non bio, ouais. Mais voilà. C'est sûr. Mais c'est là qu'elle est. Et puis en plus, on avait des centaines de variétés de pommes. On a encore, heureusement, parce qu'il y en a certains qui se sont battus pour, des centaines de variétés de pommes en France. Des centaines de variétés de pommes. Maintenant, si tu en trouves 10 variétés dans la grande distribution, c'est un maximum. Voilà, tu abordes un autre sujet. C'est aussi la façon dont petit à petit des grosses firmes comme Monsanto entre autres se sont appropriées le vivant, quelque part. Ils se sont appropriés les graines, les semences, les variétés, etc. Et maintenant, on est tenu d'aller leur acheter en plus ces produits-là, quoi. Oui, mais le paysan n'est plus un paysan. Pour la plupart, sauf ceux qui sont justement en agriculture paysanne, en agriculture bio, dont on parlera une autre fois, je pense, parce qu'on va pas avoir le temps. Mais ce sont plus des paysans, c'est des exploitants agricoles. Le mot exploité, tu vois. Et en fait, ils sont un maillon de la chaîne. Alors les poulets de batterie pour les vendre les moins chers possible. C'est pareil, t'es un paysan, il a 25 000 poussins à monter encore. Tu as ceux qui élèvent le poussin jusqu'à la poulette, tu as ceux qui élèvent la poulette, machin, c'est affolant. C'est par 25 à 50 000 en général. Et alors, tout l'équipement leur est fourni par un grossiste
qui leur amène les tout petits poussins, qui leur amène la nourriture, et qui vient récupérer à 40 jours, qui vient récupérer la poulette finie. Pour la vendre, etc. C'est comme les tomates qui sont devenues très jolies, qui n'ont plus de goût, et voilà. C'est-à-dire quelque part, on a tellement spécialisé les produits qu'on veut qu'ils se conservent bien. En même temps, les dates de péremption, on verra ça tout à l'heure, sont pas forcément les dates qui sont utilisées par les supermarchés quand ça les arrange. Ça les arrange à des moments ça les arrange pas. Donc on veut que ça se conserve longtemps, que ce soit esthétique. On en a rien à foutre du goût. Et puis finalement, quand tu te mets à table, enfin moi je sais que j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu le goût, quoi. Alors dans le modèle productiviste agricole, donc on a besoin d'avoir justement des produits traités parce que c'est productiviste. Quand on fait un élevage de porcs, donc hors sol, les porcs, en poulet par exemple, pour représenter en poulet, le nombre de poulets au mètre carré, c'est 18 poulets au mètre carré. Donc pour éviter les maladies, pour éviter tous les risques de transmission, on est obligé dans l'alimentation déjà d'introduire des antibiotiques, tout ça. Donc c'est exactement la même chose pour les pommes. On est obligé, comme on sait qu'il va y avoir concentration de pommes, de les traiter. Pour faire face à ça. Et sinon, pour revenir donc à Monsanto, Monsanto fait partie des grands groupes qui ont réussi à rendre des pays totalement dépendants de ces firmes. Et donc, par exemple, Monsanto propose donc un maïs transgénique qu'ils appellent qui est résistant au Roundup, parce que Monsanto produit le Roundup, qui est un herbicide. Et donc, c'est comme ça qu'il lie les pays à ses productions. Oui, mais en plus, ce qui se passe, c'est que ce maïs qu'ils peuvent proposer, par exemple, en même temps, on est obligé d'acheter à chaque fois les graines, parce que en fait, il est modifié de telle sorte qu'il peut plus se reproduire. Oui, c'est-à-dire parce que qu'on peut plus. Déjà, avant même l'apparition des OGM, donc nous avions on a connu l'apparition de variétés très productives qui étaient des hybrides, donc des croisements. Et qui dit hybride dit stérile. Donc à partir du moment où ce que je rappelais tout à l'heure, c'est qu'il y a 12 000 ans, les figues pouvaient déjà être stériles, et c'est comme ça qu'on sait que l'agriculture avait déjà commencé, qu'on était capable de greffer il y a 12 000 ans. Oui, sauf qu'il y a 12 000 ans, il n'y avait pas. Donc ça veut dire, enfin, je pense qu'il faut faire attention en même temps à ce qu'on dénonce et ce qu'on dénonce pas, parce que c'est pas parce que à un moment donné on a utilisé, par exemple, la greffe, elle peut être intéressante, la greffe. Ah oui, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif, quoi. Hein. Ça peut amener même en agriculture. Enfin, voilà, là, donc ça peut amener des choses très intéressantes. C'est après quand on saute les étapes les unes après les autres et que finalement on se déconnecte complètement de ce à quoi ça pouvait servir au départ, qui servait vraiment à nous nourrir mieux avec des produits de meilleure qualité, etc. Quand ça devient plus que une histoire d'argent, quoi, parce que finalement c'est plus que du profit sur du profit. Tu parlais des variétés de la greffe. Il faut oublier que les 400 variétés de pommes qui étaient actives en France encore il n'y a pas si longtemps finalement, ont été mises au point par sélection par nos ancêtres. Ils ont sélectionné les différentes variétés qui n'ont pas du tout le même goût, pas du tout les mêmes formes, pas du tout. La poire c'est pareil, les céréales c'est pareil. Il y a eu la sélection a toujours existé et ils ont sélectionné des lignées dans les blés, par exemple dans le blé, mais des centaines de variétés qui sont reprises actuellement par des fanafada là, qui veulent à tout prix relancer les blés anciens qui sont très productifs d'ailleurs. Alors il y en a des courts, il y en a des longs, il y en a des barbus. C'est impressionnant de voir dans certains films les gens étaient allés sur le plateau aussi. Il y avait quelqu'un qui était fanat justement de variétés, qui cultivait des tas de variétés de blé et qui produisait le pain. Donc c'était ce qu'on appelle les paysans boulangers. Ça existe de plus en plus nombreux paysans boulangers. Il faut voir le pain que ça donne. C'est autre chose que le pain pas de McDo, enfin de McDo aussi, mais des grandes surfaces. Hein. C'est bien autre chose comme goût, comme conservation.
Mais en même temps, bon, le fait que petit à petit cette agriculture-là est amenée en même temps une désertification, il me semble que tu en parlais tout à l'heure de la désertification, du fait qu'il y avait de moins en moins de monde dans les campagnes. Tu veux pas rebondir un petit peu sur ce que je dis là ? Bah, disons que le fait qu'il y ait de moins en moins de monde dans les campagnes fait que on va tous aller vers un comportement et un mode de vie à peu près unique, quoi, puisque finalement ce qui va distinguer le citadin du rural, bah, ça se distinguera plus. Et surtout, il y a une perte de ce qu'on pourrait appeler la diversité culturelle, parce que les traditions se perdent et les savoir-faire se perdent. Tout à l'heure, tu évoquais l'exemple des poulets, où tout était amené justement aux éleveurs. Le geste simple et le geste polyvalent, c'est-à-dire le savoir traditionnel, est complètement perdu. Donc finalement, les exploitants, et non pas les paysans, parce qu'il faut appeler les choses comme il se doit, les exploitants contribuent effectivement à ce système-là, et ils peuvent plus s'en sortir puisqu'il n'y a plus de savoir-faire. Et pour le coup, les formations n'existent plus d'ailleurs. Et surtout pas. Et le consommateur en question, c'est-à-dire nous tous, enfin, pas nous peut-être, mais contribue à ça. Parce qu'il cherche le prix du poulet le moins cher, le moins élevé. Alors c'est de la merde, mais on peut en bouffer tous les jours ou sans arrêt ou n'importe comment. Alors, cette acculturation dont on est en train de parler, Lévi-Strauss a écrit dessus. Il a fait plusieurs ouvrages qui justement nous mettent en évidence ça. En même temps, on s'écarte, comme tu viens de le dire à l'instant, on s'écarte petit à petit de la campagne, donc on s'écarte de la notion de saison, de la notion de froid, de la notion de renouvellement en fait des produits. Et évidemment, on en oublie que les fraises ne se mangent pas forcément en hiver, etc. Et puis, et donc, on petit à petit aussi, il y a un mode de vie qui change, c'est-à-dire que on n'est plus de la même manière ensemble autour du repas. Peut-être que le repas bouge sans arrêt. Alors ça peut être bien, ça peut donner une impression de liberté, mais maintenant, est-ce que on arrive à partager des choses après qu'on partageait autrefois autour du repas, justement, tout bêtement, c'est-à-dire que c'était aussi autour du repas, que on ne faisait pas que manger le produit qu'on avait dans l'assiette, quelque part on mangeait l'autre aussi, c'est-à-dire que on se partageait quelque part. Et en même temps, je dirais, là, on a quand même l'impression qu'il y a, comme qui dirait, une espèce de complot moderniste qui veut dénaturer une espèce d'agriculture idéale. En fait, il y a quand même une évolution. Les variétés, comme tu dis, il y avait pléthore de variétés parce que il y avait quand même une certaine isolation des gens. C'est-à-dire il y avait une spécialisation régionale parce que les gens se déplaçaient pas beaucoup. Certains, mais globalement quand même, même il y a pas si longtemps. Moi, je suis issu d'une vieille famille, disons, sévenole. Bon, je vais dire, je suis même remonté jusqu'à 1483, donc à Malbosc dans le sud Ardèche. Et si on va, sans aller aussi loin, disons, si on va simplement, je dirais, à l'époque d'avant la Deuxième Guerre mondiale, ou même avant la Première Guerre, les gens, ils restaient un peu dans le coin, je veux dire, ils se nourrissaient, ils élevaient. Il y avait très peu d'argent en circulation, c'est-à-dire on élevait un porc pour avoir de l'argent pour acheter du tissu. Et puis le reste, on se nourrissait un peu en autarcie. C'est vrai que dans les hameaux de Malbosc, il n'y avait pas de commerce. Si vous avez l'occasion d'aller voir à Gorges, disons, hameau commune de Malbosc, vous verrez ce que c'est que la vie paysanne, je dirais, du fond des Cévennes dans une région sèche, disons, à flanc de montagne, versant sud. Et là, c'était extrêmement difficile. Et je veux dire, ces gens-là, quand ils ont pu avoir la possibilité de partir un peu plus, par exemple, quand ils avaient des vélos, qu'ils ont pu s'acheter des vélos,
eh ben à ce moment-là, ils allaient un peu plus loin. Et quand après ils ont eu accès au pétrole, peut-être avec des motos, hein, parce qu'ils n'avaient pas de voiture. Eh ben quand ils ont eu une moto, ça leur a permis d'aller travailler, par exemple, chercher un emploi, je sais pas, à Gagnères, qui était la ville la plus proche, ou peut-être au Vence, mais les Vence c'était un peu plus loin. Mais ils allaient essayer de faire quelques sous à Gagnères, ou alors quand il y a eu le quart, ils allaient faire des saisons. Ils allaient faire des saisons de fruits dans les vallées. Donc, je veux dire, il y a pas forcément, il y a aussi une aspiration, je dirais, à une vie plus facile, quand même, qu'il faut pas non plus méconnaître, hein. Je te coupe juste un instant. L'émission s'appelle Pluriel. Vous entendez bien que là, en fait, on est en train d'essayer de chercher les uns et les autres ce qui nous relie à cette société, comment cette société a évolué. Cette émission s'appelle Pluriel. Elle est sur Fréquence 7. Vous avez vraiment de la chance ce soir. Bon, alors pour rebondir sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, force est de constater le paradoxe, c'est-à-dire que logiquement l'agriculture productiviste devait permettre à tous les individus de manger. Or aujourd'hui, force est de constater que certains mangent beaucoup et mal. La plupart du temps, la quantité va primer sur la qualité. D'autres, et ils deviennent de plus en plus nombreux, ça il faut l'avoir en tête, ne mangent pas du tout. Et il y a une tranche là au milieu qui va à peu près manger, mais en même temps il y a des tas de valeurs humaines qui, à mon sens, se perdent. C'est-à-dire que, tu disais tout à l'heure qu'avant les gens étaient repliés dans leur hameau parce qu'ils mangeaient ce qu'il y avait sur place, mais aujourd'hui les gens mangent debout, tout seuls, face à une table, et de façon très rapide. Donc moi je serais tenté de poser la question, où est le progrès, quoi. Voilà. Oui, d'autant plus que, par exemple, si jamais on prend les pays, ne serait-ce que les pays du Sud, les pays africains, donc aujourd'hui, vous allez, je sais pas, au Burkina Faso, ça revient moins cher pour un Burkinabé d'acheter du poulet qui vient d'Europe, du poulet industriel, que ce qu'on appelle le poulet bicyclette, le poulet sur place, burkinabé. Donc on voit qu'il y a quand même donc un paradoxe, à quoi ça sert ? Et c'est cette question qu'on peut se poser, à quoi ça sert ? Ça sert à Par exemple, on peut dire aussi que si le poulet leur revient moins cher, c'est parce que nous, on a une agriculture subventionnée, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça aussi là. Parce que notre économie a permis de subventionner. Voilà. C'est par exemple ce qui se passe au Sénégal. Alors par exemple au Sénégal, ils ont des problèmes avec les oignons. C'est-à-dire c'est une production locale. Ils mangent en fait de l'oignon avec aussi une farine de maïs. Enfin bon, leur production c'est ça. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Donc c'est vrai que là on arrive sur une diversité aussi qu'on rappelait tout à l'heure. Et cet oignon pour arriver à lutter contre notre économie à nous qui d'une certaine façon ravage complètement tout, parce que ce que tu rappelais sur les poulets, c'est la même chose qui se passait avec les oignons, c'est-à-dire que nous, du fait qu'on a accès à tout ce qui est énergie d'une façon simple, pas chère, etc., on se retrouve avec une agriculture qui déborde, évidemment, qui n'est pas très chère, relativement, encore qu'on regarde pas tous les coûts, hein, et ça serait bien d'aller voir tous les coûts. Mais comme ça, de surface, on a l'impression que les coûts sont pas très chers, et en fait, on se permet de vendre des oignons, par exemple, au Sénégal, pas cher. Donc les Sénégalais, finalement, ils ne produisaient plus d'oignons et ils se retrouvaient dans une misère terrible. Et à un moment donné, le gouvernement sénégalais a choisi d'interdire les importations d'oignons pendant 6 mois dans l'année. Et en faisant ça, d'un seul coup, ils se sont mis un petit peu à dos le FMI qui apportait des sous là-bas. Mais finalement, le FMI et l'OMC n'ont pas fait d'intervention plus grosse que ça, que de dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et ils ont réussi à remettre en route toute une agriculture, parce que à la fois ils produisent leurs oignons, mais avec toute la partie verte de l'oignon, enfin toute l'herbe qui pousse en aérien sur l'oignon, ça sert évidemment à nourrir le bétail. Et donc il y a toute une économie qui redémarre au Sénégal à un moment donné, qui avait été perverti quelque part par le FMI, l'OMC, etc. Ce qui est dénoncé par Ziegler,
dans son rapport de 2004, où il montre comment le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, normalement sous couvert d'aider les pays en voie de développement, en fait, a complètement massacré les économies locales. Voilà, c'est en 95 en fait qu'il y a eu les accords de l'OMC et qui ont marqué l'entrée de l'agriculture dans le marchandage mondial pour l'économie, quoi. Bon, c'est vrai que ce qu'on a appelé le néocolonialisme, disons, bien avant déjà, après l'indépendance des pays africains ou d'autres, hein, c'est-à-dire tous ces nouveaux pays se sont tournés vers une agriculture qui leur apportait de la devise. C'est-à-dire, ils ont produit des produits pour les Occidentaux, quoi. Et au détriment de l'agriculture vivière. Or, une économie, surtout dans des pays qui sont pas développés, entre guillemets, hein, elle ne peut démarrer que sur une agriculture vivrière au départ et une agriculture paysanne. Parce que si d'entrée on fait une agriculture productiviste qui va exclure les paysans et qui va tous les regrouper dans des villes, dans des taudis, dans des baraquements, avec des problèmes pas possibles, je veux dire, ils s'en sortent pas. Et on le constate, hein, depuis des années, on le constate. Hein. Et ça ne s'arrange pas, quoi. Et on peut avoir l'impression d'ailleurs que, bon, par exemple, l'aide publique au développement, hein, l'APD, entre 1990 et 1999, donc avant ce que tu rappelais, Cyril, cette aide publique aux États en voie de développement a été réduite de 50%, 49% exactement. Hein. Bon, donc on se rend compte que à un moment donné, quelque part, ils ont formaté ces pays-là qui en voie de développement, à leur montrer quels étaient les bons produits à produire et comment les produire, et en même temps, on les a plus ou moins aidés, mais très moins, plutôt moins que plus. Et puis, à un moment donné, on les a mis en face de ces sociétés comme Monsanto, etc. Donc, d'une certaine façon, on a l'impression qu'on leur a mis le pied à l'étrier. Et puis après, on les a obligés à rentrer dans le cercle vicieux de Monsanto, etc. C'est-à-dire, ils ont acheté les semences chez Monsanto, ils n'ont plus produit qu'avec du Roundup, etc. Et donc, d'une certaine façon, on les a complètement détournés de leur culture vivrière de départ, et on les retrouve pieds et poings liés maintenant, complètement, comme dirait une certaine personne que j'aime pas trop, ils sont pas rentrés dans l'histoire, quoi. Voilà. Mais c'est nous qui les avons poussés. Hein. C'est nous, oui, avec la complicité de leurs élites, avec beaucoup de guillemets. Faut pas. Je crois qu'il faut le dire, ça. Il faut le dire, parce qu'on a arrosé les élites, on favorise les élites, etc. Plein pot. Les différences de revenus dans ces pays-là, c'est bien pire que chez nous. C'est terrible. C'est-à-dire que le FMI et la Banque mondiale, etc., c'est justement peut-être les élites qu'elles ont arrosées. Même les paysans. Même nous, l'APD dont tu parlais, l'aide publique au développement, tu sais à quoi elle servait? Hein? Verschave et Survie avaient fait une grosse enquête à l'époque, parce qu'ils voulaient, je passe sur l'histoire, je l'ai déjà raconté à cette antenne. Verschave avait fait une enquête parce qu'il voulait éradiquer la faim. Et il avait tous nos parlementaires avec lui pratiquement, puis une équipe de football, Lyon, qui était formée. Et finalement, dans l'enquête, il s'est aperçu que l'APD, l'aide publique au développement en direction des pays africains ex-colonies, là, chez nous, était utilisée au maximum à 2% pour le but réel, c'est-à-dire pour les écoles, etc. là-bas. Tu en avais donc 49% qui partaient à leurs élites, moi je l'ai vécu au Gabon, Mercedes. Ça. Oui, Mercedes et autres, et 49% qui revenaient par la valise diplomatique dans nos pays, pour les partis de gouvernement. Voilà, chez nous. Bongo, par exemple. Par l'intermédiaire de Bongo. Oui, mais par l'intermédiaire de bien d'autres qui revenaient aux partis de gouvernement chez nous. Hein? Alors, bon, petit à petit, on avance. On a vu que ce que tu rappelais, Jean-Claude, que je trouve qui était pas du tout négligeable quand même, c'est que d'une certaine façon, cette économie et cette agriculture qui se sont développées ont permis à certaines personnes de trouver une certaine liberté, hein, qu'ils n'avaient pas avant. D'une certaine façon, en même temps, elle en a piégé d'autres, parce que c'est ça qui se passe, hein. C'est-à-dire que effectivement, le paysan cévenol que tu rappelais tout à l'heure dans le contexte que tu rappelais, il a peut-être été libéré, mais en même temps, quelque part, l'Africain s'est retrouvé coincé par le poulet diabolique qui vient de chez nous, et voilà. Et donc, mais alors justement, moi, ce qui m'intéresserait bien, c'est qu'on vienne un petit peu sur les coûts réels de notre agriculture, c'est-à-dire on produit plus
évidemment, mais quelle est la part de justement de tout ce qui se perd, parce que on produit plus avec une mécanisation, donc évidemment il faut du pétrole pour faire marcher les machines, il faut du pétrole pour faire les intrants, etc. Et ça a forcément des impacts sur l'eau, sur la flore, sur les écosystèmes. Alors, est-ce que ça, c'est évalué le coût réel? Qui a envie de prendre la parole? Il est évident que le coût, la part écologique n'est pas évaluée, parce que c'est pas trop le but, mais c'est vraiment à prendre en compte. C'est vraiment là actuellement en agriculture productiviste, on produit sur un support, on produit pas sur la terre. Donc vous pouvez avoir des plants de tomates, des plants de salade qui poussent sur de la laine de roche et qui sont alimentés avec de l'eau, avec azote, potasse, phosphore. Et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est pas très écologique, et donc c'est vraiment ce coût-là qu'il faudrait essayer de quantifier. Ça donne de drôles de tomates d'ailleurs. Oui, ça donne. Évidemment, ça a aussi des impacts sur tous les insectes, sur les batraciens, sur tous les écosystèmes qu'il y a autour. Et ça, est-ce que c'est évalué? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on voit bien que les abeilles, par exemple, peuvent être touchées par justement ces pesticides, etc. Je sais plus lequel c'est qui attaque les abeilles, mais bon, il y en a plusieurs. Oui. Et bon, après, évidemment, il y a plus de fertilisation naturelle quelque part qui se passe. Aux États-Unis, par exemple, enfin la production d'amandes dans le monde, elle se fait en Californie. Alors, je ne sais pas si les Californiens se rendent compte donc justement de ce niveau-là au point de vue des abeilles, mais ils sont obligés d'importer au moment de la pollinisation, ils sont obligés d'importer toutes les abeilles parce qu'ils n'ont pas d'abeilles sur place. Et les ruches font la saison de pollinisation, c'est tout. Et après, donc, en fait, chaque année, ils importent des abeilles. Et donc, elles ne survivent pas à la pollinisation. Donc, il faudrait peut-être demander aux Californiens, ou à nous qui consommons des amandes californiennes, est-ce qu'il est bon de continuer ainsi alors que nous avons des amandiers partout Mais c'est le problème de la mondialisation de tout ça. C'est un gravissime problème, ça. On peut dire, le producteur tout seul et le consommateur tout seul, il n'y peut rien. Non. Hein. Si on s'unit pas à la base pour rebâtir, ce sera l'objet d'une autre, pour rebâtir une agriculture, rebâtir la production de notre alimentation, rebâtir notre façon de consommer, effectivement, de consommer. Là, c'est réellement à table. Donc, je peux employer ce terme que j'aime pas encore ailleurs. C'est cela qu'il faut revitaliser. Actuellement, les gens qui veulent manger correctement, ils achètent, correctement, avec bon goût, ils achètent des plats tout préparés. Alors les plats tout préparés, il faut voir ce qui rentre là-dedans pour redonner du goût, de la couleur, de machin, pour que ce soit bon au goût. Mais c'est pas un plat. C'est pas un plat, c'est un agrégat d'un certain nombre de choses là-dedans pour que ce soit bon au goût et à la vue. Et en même temps, donc, on parle toujours d'écologie, mais on le met toujours sur le dos du citoyen. Mais bon, il faut savoir qu'en règle générale, de plus en plus, la personne qui achète du poulet, donc qui vaut rien, elle l'achète parce qu'elle n'a pas le choix. Elle peut pas acheter autre chose. Et donc c'est bien, à mon avis, c'est cette question qu'il faut se poser. Là, on revient à ce que tu disais. C'est sur la question à quoi ça sert, quoi. Parce que c'est toujours les mêmes qui achètent du mauvais, parce que ils aimeraient bien manger bio. Hein. Moi le premier, j'essaye de manger bio, mais c'est quand même un budget. Oui, c'est quand même pas le même budget. Et toutefois, en mangeant bio, je finance pas forcément le salaire ou les revenus de celui qui le fait, parce qu'il y a quand même, ils vont pas forcément. Et c'est toujours la même chose. Hein. C'est celui qui pollue, c'est celui qui a le moins d'argent souvent. Alors qu'apparemment, donc il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus, qui montrent que le bio ne revient pas plus cher que la production actuelle. En fait, on produit autant sur un territoire bio que. Mais alors qu'on nous explique que en fait tout ça, ce sont des techniques qui nous ont sortis de l'âge de pierre. En fait, le bio, maintenant, en partant sur des combinatoires de plantes, etc., comme on peut le trouver dans le film Les Moissons du futur, par exemple, ça nous montre que c'est beaucoup plus réfléchi, justement, c'est beaucoup plus pensé comme agriculture que l'agriculture productiviste. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et du coup, on retrouve des rapports humains non négligeables, justement, dans ce type de fonctionnement, parce qu'on est obligé de travailler à plusieurs, au lieu de travailler sur une machine.
Voilà, Oui, mais exactement. avant qu'on vienne là-dessus, parce que donc évidemment le produit c'est aussi autre chose que juste un produit qu'on achète comme ça, à qui on l'achète, dans quelles conditions, enfin etc. Je voulais rappeler que cette mécanisation à outrance qu'on a utilisée, quelque part, elle rappelle que la machine est aux ordres comme un esclave en fait. Hein. Oui. Et d'une certaine façon, on retrouve le modèle américain quand ils utilisaient les esclaves dans les champs de coton. Alors on va encore me traiter de partisans, etc. Mais c'est quand même un petit peu ça. On utilise la machine comme autrefois on a utilisé la mécanique humaine, quoi. Disons que là, on a un peu moins le droit d'exploiter les gens. Alors, donc, Ouais, c'est ça, il y a, donc c'est un Je peu crois plus qu'il y a des excès qui sont mauvais, je trouve. Une partie de mécanisation était bénéfique. Le passage de la daba, les Américains, à l'arrière d'abord en France, puis à la charrue. C'est positif, ça, même tracté, même à l'arrière d'un petit tracteur. Et la traction animale. Donc, il y a tout ça qu'il faudrait, non pas revenir à l'esclavage de la polyculture paysanne dans le temps, parce que c'était quand même le temps passé à la terre, c'était. Mais depuis, il y a eu quand même de gros progrès scientifiques, réellement scientifiques. Par exemple, en agriculture bio, au milieu du 19e siècle, ça n'existait pas. Il y a eu des gens comme Steiner, Goethe a commencé, Steiner et compagnie, et toutes les écoles qui se sont développées. C'est beaucoup plus scientifique à utiliser, beaucoup plus, beaucoup plus intéressant pour le paysan, parce que là c'est un vrai paysan, à manier comme agriculture, et c'est beaucoup plus satisfaisant, et beaucoup plus productif quand on regarde à une certaine surface traitée, beaucoup plus productif, et c'est à ça qu'il faudrait revenir, non pas à l'esclavage d'il y a 2 siècles, l'esclavage à la terre, l'agriculture paysanne. à l'agriculture paysanne. En plus, si jamais on devait comparer, l'agriculture productiviste a permis une chose, c'est de limiter le nombre d'agriculteurs. Donc, si jamais en France, on a à peu près perdu, depuis les années 60, on a à peu près perdu 1 million d'agriculteurs. Donc, si jamais on doit corréler ça avec le nombre de chômeurs qu'il y a en France, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité d'essayer de relocaliser l'agriculture donc sur des territoires et via une agriculture paysanne pouvoir développer autour de l'agriculture d'autres économies, parce que si on relocalise les populations, on peut développer aussi les économies. Bon, je rappelle juste quand même qu'on est en Ardèche et que chez nous il y a un type qui s'appelait Olivier de Serres. Oui. En 1600, il avait déjà justement travaillé sur une meilleure organisation du travail du sol, avec des animaux qui étaient mieux nourris. Donc puisqu'ils étaient mieux nourris, ils pouvaient tirer plus fort. Donc puisqu'ils pouvaient tirer plus fort, enfin etc. On travaillait mieux le sol ou peut-être à l'époque, en tout cas, ça leur convenait mieux parce que justement maintenant on fait plus tout à fait ça. Les gens qui sont en train de faire des recherches en bio, ils parlent d'engrais verts, par exemple. Ils parlent de mélanger des plantes, par exemple pour le maïs ou pour d'autres choses, qu'on peut trouver aussi dans le film que je vous rappelle, Les Moissons du Futur, que j'ai vraiment trouvé très très bien, fait par Marie-Monique Robin, c'est ça? Ah oui, Robin. Marie-Monique Robin. Et donc, dans ce film-là, entre autres, on voit des gens en train d'enfouir de l'herbe ou des feuillages d'arbres dans la terre pour permettre à la fois de l'humidifier et de l'aérer. Et puis, on voit aussi des gens qui utilisent plusieurs cultures associées, par exemple le maïs avec des haricots, avec des courges, par exemple, hein, et ils arrivent comme ça à avoir utilisé le maïs comme tuteur des haricots, mais en même temps, les haricots, en fait, permettent de fixer l'azote dans le sol, mais les courges font un ombrage, etc. Enfin, je sais pas, est-ce que par rapport à ça, tu as des choses à dire, Jean-Claude? Bon, non, j'ai pas vraiment d'éléments plus spécialisés, mais simplement dans le débat là où il y avait Dufumier, là, Marc Dufumier, je crois, dans le débat qui a suivi le film, il disait que c'était une agriculture savante, c'est le mot qu'il utilisait, et c'est pas une agriculture naïve, quoi. C'est-à-dire, et d'où peut-être les difficultés aussi d'arriver à instaurer cette agriculture-là à une échelle importante. Moi, je sais que j'ai un gendre donc qui est agriculteur, hein, et j'en avais discuté un peu avec lui. Il connaît effectivement dans la vallée, là, le Diois, hein, enfin entre Crest et Die, puisque c'est là qu'il est installé.
il connaît certains qui utilisent même une agriculture sans labour, quoi. C'est-à-dire qui essaie de dynamiser le sol. Bon, lui, il fait pas ça. Il a une agriculture qui est un peu mélangée. Je dois dire par ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'oignons. Lui, il exporte des ails semences, en fait, donc pour produire d'autres ails en Chine. Donc c'est quelqu'un qui exporte en Chine, quoi. Alors justement, par rapport à ça, cette agriculture moderne, elle peut amener le fait que les Chinois, ils achètent les terres des autres. Hein. Oui, parce que les Chinois produisent pas assez d'ail, et là, il y a des vertus en Chine, absolument. C'est un élément de base dans la nourriture chinoise et la médecine chinoise aussi. Ils n'ont pas assez de sol non plus, de surface de sol pour nourrir l'ensemble de la population. Hein. Apparemment, ils ont acheté, enfin moi je sais pas, j'ai vu des chiffres qui me paraissent complètement farfelus, mais est-ce que c'est vrai ou pas, enfin si t'as à vérifier, 100% des terres au Nigeria, au Congo. Oui, moi j'ai lu ça. L'Inde aussi. Hein. 100%. Et les Émirats arabes aussi. Les terres ont été rachetées, quoi. Donc alors comment ils vont faire les Africains, enfin, les Africains, ils font ce que les autorités leur disent de faire. Et là, on charge les Chinois. Il n'y a pas que les Chinois. Il y a des pays de chez nous aussi, hein. Il y a chez nous, il y a des terres du Maroc qui appartiennent à des Français. Moi, j'aurais bien aimé. Alors là, on est très loin d'avoir clos le sujet parce que il me semble qu'on voulait aussi parler justement de la relation entre le producteur et le consommateur. Il me semble que Florence était un petit peu là-dessus. Mais on avait commencé justement à aborder qu'est-ce que c'est le produit, qu'est-ce que c'est le producteur, qu'est-ce que c'est le consommateur, qu'est-ce que c'est cette chaîne entre ces gens-là, comment ils se rencontrent, qu'est-ce que c'est une AMAP, parce qu'on avait commencé vaguement à en parler aussi. Ouais. Alors, avant de parler peut-être de ce que c'est qu'une AMAP, je voulais juste moi terminer et reprendre ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, à savoir donc de l'agriculture qui était considérée comme étant une agriculture savante. Mais là encore une fois, il me semble qu'il va falloir entre guillemets révolutionner les états d'esprit. Parce que souvent, le paysan n'est pas considéré comme pouvant être associable à quelque chose de savant. Hein, c'est réservé justement à l'élite. Alors que la preuve est faite, les paysans ne sont pas que des individus qui nourrissent les individus, mais ils ont un savoir-faire qui est, à mon avis, complètement perdu. Voilà, alors à la prochaine. Plus tard, hein. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous